Coucou, on se retrouve ici pour de l'ASMR. Non, je déconne, c'est parti pour la partie 3 des libérations. Alors ici, on va se consacrer uniquement sur la partie où j'ai eu des moments où j'ai revécu des moments où j'étais dans le ventre de ma maman et le moment où je suis née. Alors, ça a commencé, j'ai essayé de rassembler un peu plic-ploc les informations pour en faire quelque chose de suivi, de cohérent pour vous et pour moi. Donc, ça n'a pas été évident de replacer tout. Donc, voilà, il y a des petites choses que je vais passer qui ne sont pas très importantes. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois dans la semaine des moments où j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, j'essaye de voir mes notes, mais c'est tellement long parce que j'ai vraiment retranscrit tout ce qui s'est passé, parce que j'ai enregistré à chaque fois que je faisais des libérations. Mais évidemment, je ne peux pas vous le retranscrire, vous le partager de la même façon dont je l'ai écrit. Ça a commencé où il y a un premier jour, j'ai ressenti que j'étais dans le ventre de ma maman et je m'ennuyais. J'avais envie de sortir de là. Mais pas d'autre info. Arrive le dimanche 27 mai, donc je vous rappelle que ça a commencé le 23 mai, le jeudi 23 mai. Là, le dimanche 26 mai, pardon, on est chez la famille de mon copain pour la fête des mères. Le matin, sa maman, un de ses frères et deux des enfants vont à la plage. Nous, on va les rejoindre un peu plus tard. Et voilà, on s'amuse, tout va bien. Puis tout le monde rentre, excepté mon copain qui a envie de rester encore un peu. Il reste dans l'eau et moi je suis assise sur la serviette et je me laisse en fait bercer par le son des vagues. Ça me détend de plus en plus au point où ça me fait ressentir vraiment de la nostalgie. Et donc je commence à fermer les yeux et tout d'un coup, sans réaliser directement à voix haute, je dis oh, j'aurais tellement envie d'être à nouveau dans le liquide amniotique. J'ouvre les yeux, je me questionne, je dis mais qu'est-ce que je viens de dire? Et tout en me questionnant, en fait, je me répète la même chose. Ah ouais, j'aimerais vraiment bien être dans le liquide amniotique. Et je me voyais me mettre juste au bord de la plage, là où les vagues arrivent et repartent. Il y a vraiment comme une petite, juste un ça d'eau. Donc c'est comme si j'avais envie de baigner dans une flaque d'eau, en fait. Vraiment une petite flaque d'eau juste pour ressentir le liquide. Oui, ok, pourquoi pas. Même moi, j'étais surprise. Et plus les secondes passent, plus je me sens pas bien parce que ça me manque. Et mon copain ne revient pas. Et finalement, bon, il ressort de l'eau. Il me dit ça va. Je dis bah, il me dit quoi, libération? Je dis Il me dit ok, t'es prête à la faire ici? Je dis bah oui. Écoute, on a encore un peu de temps devant nous. On peut le faire. Donc je me couche sur la serviette. Et là, d'habitude, quand je fais des libérations, j'ai envie de me mettre en position du fœtus, donc vraiment recroquevillé. Et là, j'étais sur le dos, en fait, et je lui ai dit, ben oui, j'ai encore cette sensation où je m'ennuie dans le ventre de maman, j'ai envie de sortir, j'ai ce besoin de respirer, de faire rentrer l'air dans mes poumons, j'ai envie de naître, parce que j'avais vraiment ce besoin de respirer l'air terrestre. Il me dit ok, il me dit vas-y, dis-moi, guide-moi, je t'accompagne, dis-moi ce que je dois te dire. Parce qu'encore une fois, ma conscience d'aujourd'hui de 35 ans va être derrière et en premier plan, je vais être l'embryon, enfin le fœtus qui n'est. Et je vais pouvoir switcher, lui expliquer non, là c'est le bébé qui parle, non, là c'est moi, il faut que tu dises ça. Je sais pas si c'est très clair. Et là. Je sens que je commence à avoir mal au bras. Et en fait, on me montre, en tout cas, on me fait comprendre que mon bras, mon coude gauche, est bloqué à l'intérieur de mon genou gauche. Donc, je suis recroquevillée. J'ai l'épaule un peu basse. J'ai mon coude qui est bloqué entre à l'intérieur du genou gauche. Et ben, j'arrive pas à me déplacer, j'essaie de m'étendre, j'y arrive pas. Et je dis, bah écoute, je veux sortir. Et là, je veux plus rester dans le ventre, je veux sortir maintenant. Et là, je sens que je me tourne dans le ventre de ma maman. Je me tourne pas physiquement sur la plage, je reste sur le dos. Mais je sens que je mets la tête en bas pour sortir. Comme ça, plutôt comme ça. Ou plutôt comme ça. Bon, ok, j'arrête.
Et en fait, je pousse, et c'est dur en fait. C'est super difficile. La paroi, elle est solide et elle est tellement rigide que j'ai pas assez de force. Et je lui dis, j'ai pas assez de force pour sortir, j'arrive pas à sortir, ça me démange, etc. Et là, d'un coup, j'étais bien tranquille, bercée par les vagues, c'était calme. Et là, juste à côté, t'as le restaurant qui met la musique à fond, mais d'un coup. Donc ça m'a fait sursauter, ça m'a crispé parce que ils ont laissé la musique à fond, donc sans prévenir, ils ont fait pump it up. Et donc ça a coupé le truc. On n'a pas pu continuer. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on parte d'ici parce que je sors d'un moment crucial pour moi et la musique, en fait, elle me ronge de l'intérieur, elle me crispe. Il faut qu'on parte d'ici et c'est pas grave, on fera ça plus tard ou alors le lendemain quand on rentre, on sera chez moi. Et là, on va passer la journée tranquille avec tes parents et tes frères, etc. Il me dit ok, pas de souci. Donc on prend nos affaires. Et en fait, vu qu'on était garés assez loin, pendant qu'on marche, je sens en fait que finalement, je vis un moment où je suis déjà sortie du ventre de ma mère. Et, euh, et je regarde mon copain, il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis ben en fait, j'ai envie de crier comme quand le bébé il sort et il pousse son premier cri, donc il rigole. Et il me dit, parce que j'entends en plus crier dans ma tête, mais je sens que je dois l'exprimer, je dois l'extérioriser. Donc il me dit, tiens, prends la serviette. Je prends la serviette et dedans je fais... Truc de dingue, je sais, même moi, j'ai l'impression que je suis folle. Bon, peut-être que je le suis un petit peu quand même. Et après, donc je pleure, donc après je commence un peu à chouiner, etc. Et d'un coup, en fait, je sens que j'ai faim et je sens en fait que je suis en train de téter. Donc je sens vraiment le sein de ma maman en bouche et je vous jure que ça fait super bizarre. Parce que je revis vraiment ce moment-là et je fais vraiment ça aussi, ça vient automatiquement en fait. Et premier réflexe du bébé d'ailleurs. Et c'était particulier, mais c'était désagréable ce que je ressentais vraiment dans mon palais, dans ma bouche ici aujourd'hui. Ce jour-là, c'était vraiment comme si j'étais en train de boire le lait, de téter le lait de ma mère à l'instant même. Quoi. C'était trop bizarre, trop bizarre. Après ça, il s'est passé d'autres choses, mais bon, on n'a pas... Ah, si, là, il y a eu un rappel, quelque chose que ma mère m'avait déjà dit, donc c'était pas nouveau pour moi. Ça me rappelle que ma maman m'avait dit que j'étais paresseuse quand j'étais bébé. Première étiquette. Ma mère me dit t'es paresseuse parce que tu voulais pas boire au sein, tu préférais le biberon. Donc à pratiquement 2 mois, on a essayé de tirer jusque 3, mais tu voulais pas, donc on a arrêté et t'es passée au biberon très tôt. Et elle me dit mais oui, t'étais paresseuse, t'avais pas envie de boire au sein, c'était trop fatigant pour toi. Ok. Et là, on m'explique pourquoi je voulais pas boire au sein, mais j'y reviens après. La journée se passe, voilà, il n'y a pas grand chose de spécial à expliquer maintenant. Arrive le lendemain, lundi 27 mai, donc j'ai super mal dormi, mais c'est pas grave, je me lève, la matinée se passe tranquillement. Et puis après le repas, je me sens super fatiguée. Et, je me dis, bon, je veux pas dormir, je vais aller méditer. Peut-être que ça sera mieux, comme ça je vais aussi augmenter ma vibration, ça va aller mieux. Sauf que je m'endors et je me réveille après 2h30 de sieste. Petite sieste de 2h30. Et quand je me réveille, je me sens encore plus épuisée, mais vraiment comme si on m'avait aspiré toute l'énergie à l'intérieur du corps. J'ai du mal à sortir du lit, je regarde ma tête pour voir si tout va bien, je dis oh mon Dieu la tête que j'ai. D'ailleurs j'ouvre la porte, mon copain qui travaillait à la maison, il me regarde, il rigole, je dis je sais. Il me dit mais t'as vu ta tête? Je dis oui, je t'ai dit que je savais. J'avais vraiment une sale tête avec les cheveux en l'air, j'étais épuisée. Et je lui dis, mais c'est pas possible, je reconnais pas cette fatigue, c'est vraiment une fatigue qui m'a drainée, je comprends pas ce qui s'est passé, etc. Il dit, mais c'est étrange, il dit, si tu te sens pas bien, va te recoucher. Je dis, ah, j'ai pas envie de perdre encore l'après-midi, là j'ai perdu 2h30, il faut que j'ai des trucs à faire. Et il me dit, c'est toi qui vois. Et puis en fait, j'essaie de me mettre un peu en route et j'ai dit,
En fait, non, je suis vraiment KO. Euh, je vais aller dans le canapé. Et en fait, en marchant, je lui dis, ben, j'ai l'impression d'être enceinte. En fait, je dirais une fatigue de femme enceinte. Je n'ai jamais été enceinte, donc je ne sais pas ce que c'est. Et je marche, et au fur et à mesure que je marche, je sens en fait que mon ventre se gonfle, mais mon ventre ne se gonfle pas réellement, mais je perçois cette sensation-là et je commence à marcher avec un peu les jambes écartées. Et quand je m'installe, je me couche sur le canapé, ben, je me couche sûrement comme une femme enceinte avec les jambes un peu écartées. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment ce ventre de femme enceinte. Et je dis, oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et là, en fait, je pense à ma mère et je me rends compte que j'ai la conscience de ma mère. Donc, ce qui va se passer maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que je vais être à la fois moi aujourd'hui 35 ans, ça je le suis toujours, mais ma conscience se met au fond. Je vais être à la fois moi dans le ventre de ma mère et je vais à la fois être ma mère ce jour-là, le jour où elle a accouché de moi. Ça fait beaucoup. Donc j'appelle ma mère et je lui dis écoute, il y a une libération à faire. J'ai besoin de toi, apparemment, c'est quand tu es enceinte. Et puis, en fait, ça m'a donné d'autres douleurs. On a dû faire des libérations pour elle par rapport à sa vie, que je ne partagerai pas ici. Et ensuite, on a pu revenir sur la grossesse. Et là, en fait, je commence à dire, bon, et je lui dis, écoute, maman, là, je sens que je vais être toi, je vais parler, c'est toi que je vais exprimer, ce sont tes phrases que je vais exprimer. Elle me dit, oh, ok, d'accord. Et en fait, je commence à dire, ah, j'ai mal, chou, j'ai mal, c'est pas possible, mais elle va pas sortir maintenant. Chou, accompagne-moi à l'hôpital. En fait, elle parlait à mon père parce qu'elle commençait à avoir des douleurs. Et elle m'a confirmé aussi que quand elle était enceinte de moi, elle était très, 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 très fatiguée. Donc, en effet, il y a des douleurs et il décide d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, là, en fait, j'entends l'information que ma mère dit ah ben ça va, fausse alerte, on peut rentrer à la maison. Ouf. Et donc j'exprime ça à ma mère et elle rigolait parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Elle dit ben oui, fausse alerte, on était le 17 octobre et t'étais prévenue pour le 8 novembre. Donc il y a peut-être 3 semaines d'avance. Et, euh, et je lui dis mais alors là, je limite à nouveau. Donc, il y a une petite pause de quelques secondes. Je limite à nouveau et je dis aïe, aïe, j'ai mal au dos, j'ai mal, je crois qu'il faut retourner à l'hôpital, etc. Et, euh, et, et ma mère me dit c'est vrai, bah, quelques heures après, t'as voulu sortir, en fait, on a dû retourner à l'hôpital. Et moi, là, à ce moment-là, je passe, je switch et je suis à nouveau moi, bébé qui veut sortir. Et je dis, mais oui, maman, je tapais sur ton ventre parce que je voulais sortir, mais tu m'entendais pas. Mais il fallait rester à l'hôpital parce que moi, je voulais venir, je voulais venir. Donc, ils retournent à l'hôpital et, et là, ben oui, c'est le bon moment, je vais sortir. Donc là, je redeviens moi, Sabrina, qui essaye de sortir. Donc je pousse, je suis fatiguée. C'est vraiment, je pousse, mais j'ai du mal à passer la paroi. Et je lui dis, mais maman, je pousse, tu sais, mais c'est pas facile parce qu'en fait, je suis petite encore, mais je m'ennuie, je veux sortir, je veux respirer. Et il faut que j'y arrive. Et d'ailleurs, quand je vais être plus grande, tu vas tout le temps dire que je suis paresseuse. Mais en fait, maman, si je suis pas paresseuse, euh, je sais pas que je voulais pas téter le sein, c'est que, étant donné que j'étais trop petite, que j'avais pas assez de force pour téter. Donc, oui. Donc, j'ai eu l'explication de pourquoi l'étiquette de paresseuse. Donc, voilà, ça m'a fait culpabiliser aussi toute ma vie d'être paresseuse et aussi de jamais aller au bout des choses. Donc, ça se répercute de différentes manières, la paresse, entre guillemets. Et ou par exemple, quand plus tard, ma mère voulait me montrer une recette, m'apprendre, parce qu'elle est couturière, voulait m'apprendre à faire des ourlets, à découper un patron, etc. Bah, je regarde au début, après, voilà, ça me saoulait, quoi. Tout me fatiguait, dans le sens où ça m'intéressait pas, en tout cas. Et ma mère, c'est paresseuse, paresseuse, paresseuse. Mais c'était dit gentiment, en fait. Hein. C'est quand quelqu'un, comme quand tu vois un enfant et que tu dis qu'il mange toujours des petits biscuits par-ci par-là, t'es vraiment un gourmand, t'es vraiment un gourmand. Donc tu peux le dire sous forme de l'humour, mais l'enfant va l'engrammer d'une certaine façon selon ses filtres à lui, selon ses connaissances. Bref, donc
là, je lui explique à ma mère que c'est à partir que j'ai compris là l'impact de dire que j'étais paresseuse. En fait, c'est parce que à téter le lait, c'est parce que j'étais trop faible, entre guillemets. Et en effet, je suis née, j'avais 3 semaines d'avance et je faisais 2,4 kg. Et donc là, on est toujours à la phase où je dois sortir du ventre. Du ventre, pas de ma mère. Je pousse et je dis mais maman, explique-moi, je pousse, je sens que je vais y arriver, mais il y a quelque chose qui me retient. Et là, ma mère au téléphone a dit bah oui, en fait, tu sortais tellement vite que à peine j'étais arrivée à l'hôpital que l'infirmière te retenait la tête parce que le médecin n'était pas là. Donc en fait, j'ai compris maintenant pourquoi j'avais du mal à sortir. C'est parce que l'infirmière m'empêchait de sortir et du coup, ça me bloquait aussi au niveau du cou et de la respiration. D'où aussi le fait d'avoir besoin d'être dans le entre-deux, encore dans la poche avec un peu de liquide et ce besoin de respirer parce qu'en fait l'infirmière me bloquait. D'ailleurs je trouve ça totalement dingue, je comprends pas comment on peut bloquer le bébé pauvre de moi qui voulait sortir et là aussi c'est je veux faire une action et on m'en empêche. Vous voyez comme ça va loin après parce que c'est toutes des petites informations qu'on me donne. Tout acte qui a été fait, dit consciemment, inconsciemment, involontairement, ça impacte en fait des pensées, des attitudes de vie, des attitudes, un certain comportement tout le long de votre vie. Finalement, quelques secondes s'écoulent et là, j'ai réussi à pousser et je pousse mes premiers cris de mon arrivée sur Terre. L'air rentre dans mes poumons et la petite Sabrina est née le 17 octobre à 23h05. Donc voilà, c'était un bel événement que j'ai vécu, que j'ai revécu là ces dernières semaines. Après, il y a un petit détail en plus. Donc la première étiquette, c'était la paresseuse qui va jamais au bout des choses ou alors on l'arrête. Alors qu'elle pense faire quelque chose de bien, il y a un paramètre extérieur qui empêche d'atteindre le but. Ce qui impacte la confiance en moi. Ça impacte la confiance en moi et on voit juste après en fait, parce que ça revient sur cette histoire de la tétée. Donc je suis paresseuse parce que je ne tète pas, je ne prends pas le lait au sein. Et d'un côté, on va voir que ma mère tient à ce que je me nourrisse, que je mange bien, parce que je suis petite, le poids est faible aussi. D'ailleurs, je vais quelques semaines en couveuse aussi. Et plus tard, donc j'entends ma mère en souvenir qui dit « Allez, il faut que tu manges, il faut que tu manges. » Et là, il y a ma conscience un peu plus tard qui vient et qui dit « Tu me dis de manger, mais plus tard, tu vas me reprocher de manger en fait. » Et c'est vrai que ma mère, pour des raisons évidentes d'amour de sa fille et de protection, m'a toujours dit « Fais attention, arrête de manger, tu vas grossir, tu vas faire ceci, attention à cela. Dans la famille, on n'est pas mince, fais attention. » Et donc c'est vrai, par amour, c'était toujours attention, attention, attention. Le truc, c'est que quand je revenais de chez ma grand-mère, quand j'aimais bien aller dormir chez ma grand-mère, je revenais toujours un peu plus avec des joues bien pleines. Pourquoi? Parce que chez ma grand-mère, on a tous des grands-mères et des grands-parents, on est toujours gâtés, on mange un peu ce qu'on veut, tandis que chez mes parents, il n'y avait pas de sucrerie, la collation à l'école, c'était une pomme, un fruit, mais rien d'autre, quoi. Donc moi, j'étais là en train de manger ma grosse pomme verte, et puis tu voyais tous les autres avec leur chocolat, etc. Moi, grande fan de chocolat, et pour moi, c'était pas juste, quoi. Et là arrive l'histoire de la glace. En fait, quand j'allais dormir chez ma nana, donc la maman de ma maman, je pouvais manger un peu ce que je voulais. Et un jour, j'ai un peu trop craqué et je me suis engloutie. C'est une boîte comme ça de petits cornets de vanille avec une boule et la boule est enrobée de chocolat en fait. Et bon, j'en mange une, puis deux, puis je referme le congé, puis je vais retourner, je retourne, j'en mange un, et au final, je me suis dégommé la boîte des 10 petites glaces. Et je pense que c'était pas le soir même, je pense plutôt que c'était 1 ou 2 jours après, je rentre chez mes parents,
Et voilà, on va se balader avec ma maman, une amie à elle. Et ça j'ai encore l'image. Et c'est quelque chose qui m'a marqué depuis toujours, que j'ai jamais oublié. Où son amie me dit, ah ben elle a pris un peu de poids ta fille. Et donc elle se retourne et elle rigole toutes les deux. Elle dit, bah oui, chaque fois qu'elle va chez ma mère, elle mange ce qu'elle veut. Et voilà. Et moi, en fait, je les vois rigoler. C'est vrai que c'est dit gentiment. Elles m'ont pas dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est grosse non plus. Mais moi, là, en fait, c'était, il y a deux adultes que je regarde comme ça. Et bam, jugement, en fait. Et de par tous ces petits pics par-ci par-là, qui étaient plus de la prévention de la part de ma mère, parce que mon père aussi est diabétique, il aime beaucoup le sucre aussi, mais bon, aujourd'hui ça me paraît absurde de dire ça, parce que je sais que son diabète est dû au manque d'amour de sa mère, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc bref, ma mère était bienveillante en fait dans ses paroles et dans ses gestes avec mon frère et moi. Mais là, en fait, moi, de par ces mots et de par ce qu'elle dégage, de ce que j'ai pu lire et retranscrire pour moi, ce que j'ai pu lire au travers de ses yeux, c'était ma fille, tu es obèse. Donc moi, je me considérais comme un bonhomme Michelin. Et quelques années plus tard, c'est des choses qui m'ont toujours travaillé consciemment, ça, par rapport à mon poids. Euh, il y a quelques années, en fait, je regarde des photos, je rentre en Belgique, je regarde des photos d'albums, je dis, mais à quel moment j'étais grosse, en fait? À quel moment... là, c'est... ça remonte. Bon, si ça remonte, c'est que c'est pas encore libéré, mais on va en rigoler. Et donc, c'est vrai que je me suis considérée comme vraiment obèse. Et quand je regardais les photos, je me dis, mais à quel moment je suis grosse en fait? Et surtout, on a souvent des enfants très jeunes qui sont un peu ronds, et puis ils grandissent et tout va bien en fait. Et là, je me suis dit, je m'en fous, quand je serai toute seule, je mangerai ce que je veux, je ferai ce que je veux. Et c'est vrai que, au final, j'ai fini par vraiment être en surpoids. Et c'est vrai que les fois, ces dernières années, quand je rentrais en Belgique, c'est ma mère a fait attention, ouais, est-ce que t'as pas pris de poids? Ah, t'as un peu perdu, ah, t'as un peu ceci, ah non, t'as repris finalement. Et un jour, j'ai dit, mais stop, stop en fait. Parce que tu sais pas ce qui se passe dans ma vie, tu sais pas les problèmes de thyroïde, est-ce que je suis bien dans ma vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, etc. Euh, donc moi, de mon côté, je cherchais à comprendre pourquoi j'avais des comment on dit, des fringales un peu compulsives, cette attirance pour le sucre, principalement le chocolat, etc. Et donc, de mon côté, je faisais mon bout de chemin et puis je rentrais, c'est ma mère, ah, fais attention, attention. Mais c'est toujours pour la bienveillance. Donc, je sais qu'elle va regarder ça. Maman, je sais que tu regardes. C'est pas un reproche du tout. Moi, je suis d'accord que c'est l'apprentissage et que c'est à moi de gérer et que c'est à moi de faire partir mes kilos en trop maintenant. Euh, mais c'est ok, je suis aujourd'hui j'ai compris, j'accepte le poids que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, une chose à la fois. C'est pas pour autant que je vais commencer à me rabaisser. Non, non, pas du tout. C'est un travail, il y a step by step. C'est comprendre d'où viennent les émotions d'abord. Et là, j'ai stoppé, j'ai plus ces fringales compulsives, etc. Au niveau de la thyroïde, c'est bon, ça a l'air d'être régulé. Euh, et puis, voilà, il y a d'autres choses à mettre en place. Tout ce qui était avec le sucre était lié à mon père. Et en fait, je me pensais que c'était ok, mais quelques jours plus tard, on va voir que j'ai libéré ce qui restait avec mon père. Et je sens que là, au niveau de mon corps, ça va bouger. Et puis, il y a un aspect sur lequel j'ai ma poids d'interrogation aussi par rapport au poids. C'est vrai qu'avec mon évolution spirituelle, il y a eu cette idée aussi de manger pour prendre de la place. J'avais besoin d'une certaine façon de m'imposer. Et imposer mes idées, ma vérité, c'était consciemment m'imposer par la masse, en fait. Plus je prends de place, plus je m'impose, que ce soit chez moi. Voilà, ça paraît dingue, mais c'est vrai que en fonction des évolutions énergétiques que j'ai, des changements énergétiques que j'ai, je vais gonfler d'un coup, puis je vais reperdre.
Et ça fait l'effet yo-yo aussi. Donc il y a tellement de paramètres, mais déjà j'ai pu éliminer les points où les émotions qui causaient ces envies de manger du chocolat ou du sucre toutes les secondes, ouvrir le placard, etc. Donc voilà, là je vais clôturer déjà pour cette partie renaissance. Donc on a eu la première étiquette paresseuse et la deuxième en lien avec la prise de poids, et les deux en fait relient un point, c'est la confiance en moi. Donc on a eu la timidité, etc. Bim, confiance en moi. Je suis paresseuse, confiance en moi. Quand je dis timidité, c'est ce qui émane de ma bouche est faux, donc je ne crois plus en moi. Et là, par rapport à mon poids, manque de confiance en moi au niveau de... c'était manque de confiance en moi au niveau de l'expression, dans le faire, et ici au niveau physique. Donc c'est des trucs pas évidents, mais voilà, on rattache les petits bouts grâce à ces libérations, et j'essaye de comprendre au fur et à mesure. Et bien sûr qu'il y a tout qui est libéré, mais là on a vu que ça coinçait encore un peu au niveau du poids, mais voilà, je sais qu'avec mon père, il faut que je ficelle le truc, c'est fait, mais je pense qu'il y a un dernier poids à mettre à papa. Voilà, je pense qu'en gros, je vous ai fait le tour du proprio. De la proprio. Merci d'avoir écouté, merci pour votre temps. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à me donner votre avis sur ces histoires. Si ça paraît dingue, je le conçois totalement. Merci, et je reste à